L'épisode 243 est mis en boîte le jeudi 30 janvier 2020. On y parle notamment de l'avenir de Windows 7, des processeurs Intel encore une fois sous le feu des projecteurs, d'un smartphone a priori très autonome, d'une bévue signée Sonos, d'un cheval cabré électrifié ou encore des risques liés aux chargeurs bon marché. Un pouce vers le haut, un commentaire bien placé, un partage dans vos réseaux. À votre bon cœur, c'est notre seul salaire. Bonne écoute. Vous n'allez pas beaucoup m'entendre, j'ai l'impression, parce que je commence à perdre ma voix et j'ai un gros rhume, et donc je vais sans doute aussi tousser de temps en temps. Donc vous voilà prévenu. Je voulais juste rajouter peut-être un petit mot par rapport à nos contributeurs, vous savez, ceux qui nous laissent des commentaires de temps à autre. Je veux parler de Sombre Papa, de Jonathan Esteves, d'Ali Moon, de 626, de Magasin DM160, de Peter Roby, pour qui c'est clair, Métique de langage n'a pas de secret manifestement, Triton 45, Valentin O'Haro, merci à vous d'avoir laissé des commentaires, je le disais, c'est notre seul salaire, ça titille un petit peu les algorithmes, et puis ça entretient la communication aussi avec les chroniqueurs, par exemple, ceux qui vous livrent chaque semaine le fruit de leur veille technologique. Il s'agit cette semaine de deux chroniqueurs, dont un que vous connaissez, et forcément l'autre que vous ne connaissez pas encore. Les voici, les voilà. Vous avez donc à ma droite Aurélien, salut Aurélien, que vous connaissez bien maintenant, hein, ça fait un petit moment que Aurélien nous suit et est avec nous. Et puis de l'autre, une tête que vous ne connaissez pas, ou alors peut-être que oui. Ça dépend, hein, on va expliquer ça dans un instant. Il s'agit de Sébastien. Sébastien, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots. Bien, bonjour, merci Marc de m'accueillir dans les technos, et puis merci aux auditeurs des technos de m'accueillir également. Alors la tête, non, vous connaissez probablement pas, la voix peut-être un tout petit peu. Donc je m'appelle Sébastien, encore un Sébastien parmi l'équipe des chroniqueurs des technos. Ça devient un critère de recrutement peut-être, il faut s'appeler Sébastien pour avoir une chance de passer. Pour me présenter en 2 minutes, ça fait plus de 25 ans que je travaille en informatique, j'ai travaillé un peu partout, au Luxembourg, dans des banques, dans des institutions européennes, en Angleterre, et puis là plus récemment à Paris, et j'ai déménagé à Paris depuis peu, donc je suis là maintenant à Paris pour vous parler. Et professionnellement, depuis 7 ans, je travaille chez Amazon, dans la partie cloud d'Amazon, Amazon Web Services, donc je suis au fait en principe des problèmes d'infrastructure, de déploiement, de cloud et d'autres, et je m'intéresse beaucoup aux problèmes de sécurité informatique, à notre vie digitale en général, et c'est le genre de sujet que je vais essayer d'aborder quand je participerai au techno. Je suis aussi le contributeur d'un autre podcast qui s'appelle le podcast AWS en français. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que le cloud et ce que c'est que AWS, recherchez sur Spotify, sur Google et les autres. On mettra le lien. Podcast. En français. On mettra les liens évidemment vers cet excellent podcast, je tiens à le signaler. Excusez-moi, je tousse déjà, parce que c'est vrai que c'est bourré d'informations, et si vous vous intéressez effectivement à ces produits-là, et à l'informatique de manière beaucoup plus globale d'ailleurs, hein, pas qu'à ces produits-là, ça vous donne une mine d'informations, c'est même un petit peu rassurant aussi des fois, parce que on peut être perdu dans ces nuages, effectivement. Je vous présente plus évidemment Aurélien, hein, Monsieur Mécatronique, qui nous fabrique de tout, sous toutes les formes. On va parcourir ensemble, bien sûr, l'actualité technologique. Vous entendez, c'est compliqué, hein. On va y arriver. N'ayez crainte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On n'a rien à rajouter, donc on va passer tout de suite donc à l'abécédaire classique. Hein. Voilà. À la lettre C, je vais couper mon micro dans un instant parce que c'est juste insupportable. La lettre C comme chargeur. Sébastien, c'est toi qui ouvres le feu cette semaine pour parler des chargeurs bon marché. Attention, danger. Et j'ai en plus le plaisir de commencer, de prendre la première lettre de l'abécédaire. En effet, l'UFC Que Choisir, qui est l'équivalent de Test Achat Consommation, Association de consommateurs en France, a testé toute une série de chargeurs électroniques. Vous savez, ces appareils qui envahissent nos pièces, nos chambres, nos salons pour recharger tous les appareils que nous avons autour de nous. Et aux surprises, en fait, ce n'est probablement pas vraiment une surprise, tous les chargeurs bon marché qu'ils ont testés ont de graves défauts au niveau électrique et des défauts au niveau de la sécurité
sécurité. Alors pourquoi c'est important de le savoir? C'est parce que plein d'entre nous sont tentés parfois d'aller sur des sites web pour acheter le chargeur à 5 € plutôt que le chargeur du vendeur qui coûte 10 fois plus. Ces appareils souvent représentent des risques d'incendie, des risques de court-circuit. Donc si vous en avez, s'il vous plaît, ne les laissez pas travailler tout seuls, ne les laissez pas travailler la nuit, débranchez-les quand vous n'êtes pas là, débranchez-les quand vous dormez, ne les laissez pas sur une couette, sur un tapis. Tout ça, ce sont des risques d'incendie et ça serait bête de déclencher un feu pour avoir économisé quelques dizaines d'euros. Ils ont également testé les chargeurs Samsung et Apple parce que ce sont les deux marques de smartphones les plus distribuées. Ceux-là n'ont présenté aucun problème. Donc voilà, je ne veux pas pour cette première participation vous dire d'acheter du Samsung ou de l'Apple, mais en tout cas acheter des marques ou rester avec les marques officielles et pas les produits bon marché que vous pouvez trouver sur Internet. Souvent le problème c'est la partie fusible, hein. C'est ce qui protège votre appareil, ce qui empêche aussi d'avoir le feu. C'est souvent cette partie-là qui est négligée dans les appareils bon marché, et j'ai envie de dire, expérience personnelle, en tout cas quelqu'un que je connais a failli avoir le feu comme ça chez lui, parce que bien souvent, effectivement, ces appareils sont toujours un petit peu torturés, la fiche, le connecteur, à un moment donné, s'use, se plie, etc. Et il s'est retrouvé avec un joli court-circuit qui aurait été directement repéré par un chargeur, on va dire, conventionnel et autorisé, qui se serait mis en sécurité et qui aurait bloqué toute alimentation. Celui-là ne l'a pas fait, il est monté en température et ça a fait un joli petit nuage et une sale odeur de brûlé. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, effectivement, c'est quand même dangereux. Aurélien voulait lever le doigt. Vas-y Aurélien. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, les technologies de batterie, et on a vu encore des news cette semaine là, sur les nouvelles technologies de batterie, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, nécessitent vraiment des cycles de charge très particuliers. Une batterie de smartphone, c'est pas une batterie au plomb que vous pouvez avoir dans votre voiture, donc ça nécessite des cycles et des phases de chargement très distinctes. Oui. Et c'est clair que plus on cherche à minimiser le coût de ces chargeurs-là, plus on va chercher à les charger d'une manière peu convenable pour ces cellules-là. Le mot compatible ne veut pas forcément dire qu'on les charge vraiment comme ils devraient être chargés. Donc, comme le fabricant de la batterie demande à ce que ça soit chargé. Oui, c'est ça. Et on prend le risque aussi d'avoir une durée de vie de la batterie, du coup, un peu tronquée, un peu rabotée, et donc d'abîmer son appareil. Tu voulais terminer peut-être sur le sujet, Sébastien ? Oui, je veux dire que c'est vraiment la marque du chargeur qui compte et pas l'enseigne où on l'achète. Des enseignes très respectables ont été testées également. Ils vendent aussi du matériel à bas prix. Dans l'article que j'avais pris, ils citaient la Fnac, ils citaient Amazon, ils citaient Darty et d'autres vendeurs, c'était Discount et d'autres vendeurs. Donc même si tous ces vendeurs sont plus que respectables, attention, on parle vraiment de la marque du chargeur. Oui, tout à fait. Renseignez-vous bien, j'ai envie de dire. Finalement, c'est vrai. Parce que de temps en temps, vous pouvez avoir des chargeurs de bonne marque, hein, qui ne sont pas nécessairement Apple ou d'une marque de smartphone de manière générale, mais des gens spécialisés dans les chargeurs qui font des choses tout à fait correctes. Et là, c'est tout un autre débat, évidemment. On passe à la suite. J'avais dit que j'essayais de parler moins, et donc je vais encore tousser, certainement, ça c'est certain. On était à la lettre E, comme Ezrati, comme... Pardon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ezrati, je vous parle là du dernier rapport CES d'Olivier Ezrati, c'est son nom. C'est quelqu'un que, si vous fréquentez Internet depuis un moment, à mon avis, vous avez entendu ce nom-là. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux nouvelles technologies, pour l'instant particulièrement à l'intelligence artificielle, mais aussi à plein d'autres choses. Il va s'y consacrer, d'ailleurs, beaucoup plus d'ici à l'année prochaine et aux années futures, puisque c'est la raison pour laquelle il arrête de pondre cette somme qu'est le rapport du CES en français, dans le texte nourri de beaucoup de photos. Tu voulais nous en toucher un petit mot, Aurélien. Oui, donc Olivier Ezrati, c'est un auteur, un conférencier, consultant. Je pense qu'il doit faire des journées de conseil dans des entreprises sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'il a un peu cette étiquette de Monsieur CES en français, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il va au CES et qu'il
à sa façon et d'une façon, je trouve, très bien faite, écume le CES et regarde les nouvelles tendances, que ça soit sur les composants, sur les usages, sur les produits. Et puis, il montre bien que le nouveau composant de l'année N, on le retrouve dans des produits à l'année N+1 et N+2. Et donc, depuis 15 ans, il édite un rapport, alors un pré-rapport, on va dire, juste après le CES, et puis un rapport final, généralement fin janvier. Alors, quand je dis rapport, c'est 400 pages, hein, c'est nourri, fourni, photos, et voilà. Donc, je n'ai pas lu le rapport 2020 en entier, je l'ai parcouru, mais je l'ai pas lu complètement. Et en fait, là, voilà, la news, parce que sur ce CES 2020, c'est que le CES, c'est plus forcément ce que c'était il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Il y a beaucoup d'annonces qui se font maintenant hors CES, et le CES n'est plus le point d'orgue technologique de l'année. Par exemple, un autre fait qu'Olivier Zrati mentionne, c'est le fait que l'année dernière, il y avait 438 entreprises françaises. Cette année, il n'y en avait plus que 297. Donc, on voit qu'il y a c'est vrai, moi je le trouve même au niveau France, il y a eu un boom des startups il y a quelques années, et là ça commence un petit peu à se tarir, et puis le CES commence lui-même à se tarir. Et donc, Olivier Zrati, qui était déjà parti sur d'autres thématiques, hein, faut pas oublier que il a fait le guide des startups, hein, qui est encore un PDF de 650 pages, je crois, ou qui, lorsque vous avez une idée de projet innovant ou l'envie de monter une startup, c'est une très très bonne recommandation gratuite que l'on peut vous faire. Et puis plus récemment, il a travaillé sur l'informatique. Il a fait un rapport sur l'informatique quantique. Il a fait un rapport sur l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, pardon, comme tu le soulignais, Marc. Et il souhaite passer le flambeau à d'autres. Donc là, je lance aussi un appel, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui manquera, ce rapport. S'il y en a qui sont motivés par faire du didactique, de la documentation sur un salon comme le CES, l'appel est lancé, rapprochez-vous de lui, et il le dit même très ouvertement, il donnera ses ficelles et il donnera sa méthodologie pour faire le rapport. Ouais. Et donc, cette année, il a vu pas mal de choses au niveau des batteries et de l'énergie, et il promet que pour 2020 ou 2021, il fera une étude approfondie, une étude bibliographique approfondie et poussée, une étude de marché aussi poussée sur ces thématiques-là qui intéressent quand même beaucoup de monde. Hein. Combien on a de batteries autour de nous, ça a beaucoup augmenté. Donc voilà, je voulais déjà lui tirer mon chapeau, parce que voilà, faire quelque chose pendant 15 ans et le faire bien et avoir la renommée qu'il a, bravo. Sur son site, vous verrez, il y a un certain nombre de dates où il participe en tant que conférencier à différents événements. Il incite aussi les entreprises à le faire témoigner, parler, et je pense que moi je l'ai jamais vu personnellement, mais je pense que ça peut être des conférences très très intéressantes pour peu que vous êtes une boîte un peu tech. Quelqu'un de passionnant. Moi, je l'ai déjà entendu, et il passionne le débat. Il est vraiment, il est intéressant. Il connaît plein de trucs. Il a des ficelles. Effectivement, il a une technique pour couvrir un salon comme le CES qui est à toute épreuve. Je pense qu'il fait énormément de photos, même des étiquettes et des choses comme ça, pour collecter un maximum d'informations. Et puis après, il traite ça derrière, mais il le fait avec dextérité et talent. Et effectivement, celui qui reprendra le flambeau aura fort à faire, mais je pense qu'il partira pas les mains vides au CES. En plus, je pense que pour ce genre de rapport, il y a moyen de se faire sponsoriser relativement facilement pour couvrir les frais, etc. Donc la porte est donc ouverte. On mettra le lien, comme on le fait chaque fois d'ailleurs, pour cette news. On mettra le lien vers le site d'Olivier Zrati, et vous prendrez contact avec lui si ça vous tente, si vous êtes branché CES, salon, si vous aimez arpenter les salons. Il faut aimer ça aussi. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Je le vois faire hausser les sourcils en disant oulala, le salon. Sur la partie salon, ça je connais bien, parce que c'est une partie de ma vie professionnelle où en général, moi, je suis moi-même conférencier, donc j'arpente également. C'est très difficile de faire
un résumé d'un salon comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à voir, il y a tellement d'endroits à être, il y a tellement de choses en même temps qu'arriver à en tirer la substantifique moelle n'est pas une tâche aisée. J'admire les gens qui sont capables de faire ça. J'ai jamais lu les rapports de Monsieur Esrati, que je ne connaissais pas, donc merci Aurélien, mais je vais jeter un coup d'œil à ça dès ce week-end. Si tu n'as pas le temps, prends le résumé qui est sorti il y a quelques semaines. Mais franchement, le résumé fait une centaine de pages déjà, hein, donc c'est quand même pas mal. Et même juste le préambule du résumé, il dit déjà beaucoup de choses. Il y a une bonne plume. Donc voilà, quand c'est bien, il faut le dire, et on le dit volontiers. Et on sera effectivement client des prochaines productions Esrati, si j'ose dire. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien? Ouais, je sais pas, je me posais la question, si vraiment il fait ça tout seul, chapeau. Hein, parce que pour avoir rédigé une thèse, lui, il fait plus qu'une thèse chaque année, enfin même plus que ça chaque année. En gros, ça lui prend, d'après ce que j'ai compris, ça lui prend 2 mois de l'année, hein, quand même, parce qu'il y a la phase préparatoire au mois de décembre, et puis il y a le mois de janvier qui est bien rempli, jusqu'à la parution et puis après, il y a les conférences, etc. Donc voilà, il faut rédiger, hein, c'est pas. Ah ouais, je pense qu'il a une certaine facilité, voilà, comme ça. C'est pas mon cas, je le dis franchement. Donc voilà, j'ai du mal à parler sans tousser, alors vous pensez bien. Écrire sans tousser, oui, ça me semble un peu. Je tousse encore un peu, désolé. La lettre F comme Free Software Foundation, le titre était un petit peu tronqué, c'est pas très très grave. On va parler il est encore un petit peu tronqué d'ailleurs. On va parler de Windows 7, qui pourrait pourquoi pas sortir en open source, ou en tout cas c'est dans l'air du temps, c'est sérieux ou pas du tout, Sébastien? Non, je pense pas que ça soit sérieux, mais ça m'amusait. Ça me disait aussi. Ça valait la peine de la rajouter dans l'agenda aujourd'hui. Il ne vous a peut-être pas échappé que Windows 7 est hors support depuis 2 semaines. Vous en avez parlé il y a 2 semaines dans l'épisode également. Depuis, il y a eu quelques développements intéressants. Le premier, c'est que certains gouvernements se sont rendus compte qu'ils ont des milliers de postes Windows 7 et que tout migrer, ça va pas se faire simplement. Et donc, ils ont demandé une petite rouette, comme on dit en belge, une petite rallonge à Microsoft. Donc en clair, il y a des sociétés ou des gouvernements plutôt qui ont demandé à une extension de contrat de support à Microsoft, et ça se chiffre en centaines de milliers. On parle de 800 000 € pour l'État allemand, on parle de millions de dollars pour l'État australien. Donc ça coûte très cher. Là-dessus est arrivée la Free Software Foundation. Si vous ne connaissez pas la Free Software Foundation, c'est eux qui ont rédigé la licence GPL qui gouverne notamment Linux, qui est une des licences les plus... qui est une licence dans le monde open source. On pourrait faire un hors-série, un spécial sur les licences sans aucun problème. Une autre fois. Mais avec des gens qui ont une opinion très forte en matière d'open source. Pour eux, c'est plus qu'un outil, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. Donc, je vais peut-être me faire incendier si je dis ça ici, mais ce sont des intégristes parfois de l'open source. Oui, c'est des gens qui sont... Nous, on dit des barbus. Vraiment très orientés. Ouais, j'hésitais entre intégriste et ayatollah. Ceci étant dit, tu auras certainement l'occasion dans les semaines à venir de croiser l'autre Sébastien, celui avec des cheveux. Enfin, tu n'en manques pas non plus, mais c'est pour faire la différence. C'est que le précédent Sébastien, qui lui n'en avait pas de cheveux, donc et qui défend bec et ongle, et aussi évidemment le logiciel libre et tout ce qui va avec. Donc tu es en terrain conquis, j'ai envie de dire. Et donc ces gens-là ont fait une pétition sur Internet pour demander à Microsoft de libérer le code source de Windows 7, de publier le code source de Windows 7. Et la logique, c'est quoi? C'est de dire, voilà, si le code source est public, il y a des gens qui vont pouvoir le regarder, il y a des gens qui vont pouvoir trouver des bugs de sécurité peut-être, et puis il y a surtout des gens qui vont pouvoir fixer ces bugs de sécurité. Et donc, moi, client de Windows 7, je ne serai pas obligé de migrer vers une version plus récente de Windows. Je pourrais simplement peut-être engager des informaticiens pour corriger les erreurs pour moi, ou plus que probablement, pour la réalité, faire confiance à des sociétés de services qui ne manqueront pas de s'engouffrer dans la brèche. Donc l'idée est sympa, ça n'a aucune chance d'arriver, hein, soyons clairs. Ils voulaient avoir 7777 signatures, ils en sont un peu plus de 11 000, presque 12 000 maintenant, à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc ça a du succès. Ça n'arrivera pas, ne fût-ce que pour des raisons légales. Dans le code source de Windows, il y a des tas de trucs qui sont pas, dont Microsoft n'est pas propriétaire. Pour prendre un bête exemple, le code pour lire des DVD, par exemple, c'est du code qui est copyrighté et qui ne peut pas être libéré comme ça. On ne va pas le retrouver en open source, donc il pourra éventuellement libérer des subsystèmes, enfin des sous-ensembles, ou
peut-être une application. Je crois qu'ils ont passé la calculette de Windows en open source il y a quelque temps. Trop gentil. N'est-ce pas? Quelle générosité. Donc voilà. C'est toujours intéressant de voir les mouvements de fond côté des activistes de l'open source, la Free Software Foundation, qui fait des tas de choses fantastiques. Hein. Je n'ai vraiment pas envie de critiquer la FSF ici. Là, c'était plus amusant, c'était plus rigolo, et ça pourrait être une solution pour ces gouvernements qui dépensent des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros de notre argent, en quelque sorte, oui. Pour maintenir des anciennes versions de logiciels qui ne sont plus supportées par leur éditeur. Ça pose aussi la question de savoir est-ce qu'ils avaient bien choisi au départ. Parce qu'on le voit, hein, certaines collectivités investissent maintenant dans le logiciel libre, à tort ou à raison. Genre, je ne sais pas, il faut voir après, c'est à la fin de la foire qu'on va voir si ça a fonctionné ou pas, mais peut-être avec moins de risques en bout de course, quoique je pense qu'au niveau des frais, on en serait peut-être au même niveau, parce qu'il faudra toujours des gens pour faire de la maintenance, pour faire des mises à jour, voilà, donc c'est pas parce qu'on dit que c'est du logiciel libre que c'est gratuit. Il faut bien s'entendre là-dessus. Exactement. Le logiciel libre n'est pas gratuit. Il a un coût. Il a un coût qui est peut-être un peu plus caché. On a l'impression que c'est libre parce que je peux télécharger. Mais là où tous les éditeurs qui vendent du logiciel libre, je parle de Red Hat notamment, qui a été acheté par IBM récemment, ils vendent des contrats de support et de la maintenance. Et c'est ça qu'on achète. Et puis il reste de toute façon la maintenance du parc informatique lui-même, la formation des personnels. Là où les gens sont habitués, surtout les gens qui ne sont pas nécessairement informaticiens, qui sont habitués à utiliser Windows et Word, leur faire passer sur Linux et OpenOffice, ça peut être un choc parfois. Je sais que la gendarmerie française avait essayé il y a quelques années. Je me souviens avoir fait une déposition dans un bureau et c'était OpenOffice ou LibreOffice à l'époque qu'ils utilisaient. Sur Windows, pas encore sur Linux. Mais ça changera pas vraiment parce que personne n'a jamais été viré pour acheter du Microsoft. On n'a jamais viré un directeur informatique. Voilà, c'est le choix sûr qui rassure tout le monde. Ouais. Je dis pas que c'est un mauvais choix. Il faut juste pouvoir faire évoluer son parc au même rythme que le vendeur, selon un agenda qu'on contrôle pas nécessairement. Oui, et ça c'est le plus difficile pour les grandes entités, et les États sont évidemment de grandes entités. Ça ne simplifie pas les choses, évidemment. Moi je pense que tu as tout bien dit, donc on va pouvoir passer à la suite. C'est pas que les autres chroniqueurs disent mal les choses, j'ai pas voulu dire ça. J'entends d'ici quelques-uns grogner en disant c'est ça, le nouveau, déjà, il fait des vagues. Non, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est bien fait, c'est bien fait. J'ai la lettre G comme Google Search. Alors là-dedans, dans les résultats des recherches, il y a, de temps en temps, de la publicité. Est-elle cachée ou pas? C'est la question qu'on peut se poser, Aurélien. Oui, alors ça ne nous concerne pas tout à fait pour l'instant parce que c'est que sur la version US ou anglophone de Google, mais j'étais assez énervé de lire que dans la version, donc lorsque vous faites une recherche, vous avez donc un certain nombre de résultats sur Google, et on va dire que d'année en année, la présentation des résultats sponsorisés, donc de la pub, se font de plus en plus dans les résultats, et dans les vrais résultats. Et là, on en a assez parlé ici, hein, il y a bien sûr d'autres moteurs de recherche, d'autres outils qui permettent de ne pas être traqués, tout ce que vous voulez, mais bon, le fait est que beaucoup de gens utilisent Google, donc beaucoup de gens peuvent être impactés. En France, vous avez encore un petit rectangle marqué annonce dans les résultats qui vous montre que le résultat qui vous est proposé est lié soit à un Google Ads, soit à de l'advertising, enfin à de la pub. Mais cette dérive, moi, m'inquiète un peu. Si à terme on n'est plus capable de savoir si on clique sur une pub ou sur un vrai résultat, et ce qui vous est montré à l'écran là, c'est comment, c'est un site qui a montré comment la pub était présentée de 2010, je crois, à nos jours. Et vous voyez bien qu'au début, c'était encadré en couleur, on le voyait bien. Et puis plus ça va, plus ça se fond dans les résultats. Et là, je trouve que c'est un peu pervers comme système.
Donc sachez-le, vous pouvez utiliser, ça me dérange pas, vous pouvez utiliser Google, mais sachez que voilà, peut-être qu'à terme, si on pousse le vis, la première page des résultats ne sera que de la pub et que vous serez obligé d'aller sur la deuxième pour. C'est un risque. Oui. Sincèrement, c'est clairement un risque. On avait déjà évoqué ça il y a quelques temps, hein, c'est pas nouveau du tout, que certaines boîtes pouvaient payer pour être mieux référencées, mis dans les premiers résultats de recherche. Donc il y a forcément un biais dans cet outil de recherche, par ailleurs magnifique hein, et très efficace qu'est Google, mais il faut le savoir. Il faut savoir que les résultats sont aussi fonction de vos habitudes de consommation sur Internet. Donc voilà, c'est pas une chasse aux sorcières ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Je pense qu'il faut juste en être très conscient et ne pas être dupe et ne pas se laisser avoir par ça, clairement. Ceci dit, de temps en temps, entre publicité et information, souvent on dit la marche peut être très fine, parce que des fois il y a de la publicité informative, ça tombe juste au bon moment. Comme par hasard, c'est de la publicité bien envoyée à ce moment-là. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien ? Oui, en fait, je sais pas, il y a eu plusieurs modifications là ces dernières semaines de la façon dont on vous libelle le résultat de votre recherche. Oui. Notamment, on vous met un petit logo qui correspond soit au logo de la marque ou du site c'est l'icône qui est référencé. Voilà, petite icône. Et donc, sur le site anglophone, j'aurais peut-être dû le préciser plus tôt, c'est juste écrit AD. D'accord. Pour Ad, comme Google Ad. Donc, c'est juste écrit AD. Donc, vous dire, le lien qui est là, le logo, c'est Ad. Qu'est-ce que je vais savoir que c'est une pub ou ça n'en est pas? Et c'est là où je trouve qu'ils sont... Voilà, je veux pas tout me dire. Oui, chafouin. Il est chafouin. Je suis chafouin. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Alors, effectivement, l'affichage, c'est plus joli, on va dire, avec la petite icône, hein, c'est ce qui est renseigné dans le code source de la page. On renseigne ça permet d'avoir, de se faire remarquer dans les onglets au-dessus. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus joli quand on fait un raccourci sur le bureau ou sur un appareil mobile, par exemple. Il se trouve que là, c'est ramené à 16 pixels sur 16 pixels. Ça fait intérêt à avoir un très joli logo bien foutu, parce que sinon, vous passez pas vous passez pas les filtres, quoi. Donc, avec voilà. Un beau dégradé. Avec un joli dégradé en plus. Donc voilà, je sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette affaire-là, mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Que Google a réagi à cela également. Ils ont posté, je crois que c'était un blog post qui disait oui, c'est une modification. Je parle de la modification qui consiste à rajouter l'icône du site web devant et donc qui pouvait être prêtée à confusion avec les icônes d'advertisement dont Aurélien parlait, en disant oui, c'était une amélioration esthétique drivée par nos designers graphiques. Et ils ont fait machine arrière d'ailleurs, en tout cas aux États-Unis, sur ce point-là, parce qu'ils reconnaissaient qu'effectivement c'était plus difficile de trouver la limite entre la pub et le contenu. Moi, je suis naïf, vous allez apprendre à me connaître au fil des épisodes, et parfois j'ai tendance à les croire pour des trucs comme ça. Enfin, je sais comment fonctionnent ces grandes boîtes, je suis moi-même dans une de ces grandes boîtes, et les gens voient pas nécessairement toujours voilà, ils essayent parfois de faire bien, et il peut y avoir un designer graphique qui s'est dit on va essayer de faire ça, et puis voilà, sans mesurer nécessairement les conséquences. Ça peut arriver, effectivement. Donc voilà, celui d'utiliser les icônes des sites web, je veux leur donner le bénéfice du doute. Je suis d'accord avec toi. Hein. Il peut y arriver comme ça qu'il y ait des choses qui arrivent un peu parce que voilà, ça a passé les contrôles, les filtres, personne n'y avait pensé ou ceci, cela. Et c'est nous qui sommes des fois un peu plus pinailleurs, mais c'est un peu le rôle d'observation de ceux qui font de la veille technologique, que de pinailler, de chercher la petite bête et dire mais est-ce que c'est vraiment voulu, pas voulu, etc. Après voilà, le résultat quelque part est un petit peu le même. Il faut bien le reconnaître. Pour l'utilisateur que nous sommes, la différence est quand même très 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 très, très mince. Après c'est une question de réputation de la boîte. Hein. Est-ce qu'ils vont faire de la communication et expliquer les choses par A plus B en prenant le risque de s'enfoncer un peu plus ou de se sortir la tête du sable? On a vu ça dans d'autres boîtes avec Mark Zuckerberg chez Facebook par exemple. Voilà, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais il doit y en avoir d'autres, hein, soyons clairs. Donc voilà, et j'ai fait un soyons clairs. Ça va plaire à notre auditeur qui a... Voilà. Non mais là aussi il faut le reconnaître. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on passe à la suite.
Ah, on va encore parler de Microsoft, Sébastien. Ah oui, j'ai pas fait exprès. C'est maintenant que je me rends compte que finalement j'ai mis un peu beaucoup de sujets Microsoft dans l'agenda du jour. C'est vraiment pas fait exprès. Microsoft a une mauvaise semaine en matière de sécurité informatique et je veux certainement pas attirer les foudres sur Microsoft. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des failles de sécurité. Ce qui est important, c'est de les divulguer et de les patcher. Et là, ils ont pas de bol parce qu'ils en ont eu 3 assez importantes sur la semaine. Mais je répète encore une fois, Microsoft est une société qui a fait énormément de changements ces dernières années, qui fait plein de bonnes choses et forcément quand on fait plein de choses, de temps en temps il peut y avoir des petites choses qui passent à travers les mailles du filet. Là en l'occurrence il s'agit de 3 bugs. Le premier c'est dans Internet Explorer qui permet à un hacker de préparer une page web malicieuse avec un code JavaScript écrit d'une certaine façon qui permet d'exécuter du code sur votre portable, sur votre laptop, sur votre ordinateur si vous visitez cette page web là. Alors il est patché dans Internet Explorer, puis de toute façon normalement plus personne n'utilise Internet Explorer. On peut utiliser Edge si vous êtes fan de Microsoft, ou Chrome, ou Firefox, ou Brave, ou Safari sur Mac, donc n'utilisez plus Internet Explorer. Le deuxième est un peu plus technique, c'est une faille dans une librairie de cryptographie, dans la manière dont on génère les clés. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est de la librairie, c'est de Elliptic Curve Cryptography, c'est la manière de générer des clés à partir de courbes graphiques. Et globalement, une clé, ça permet de signer des choses, notamment de signer le certificat. Vous savez, ce certificat qu'on met sur les sites web pour vous garantir, quand vous naviguez sur un site web, que vous êtes bien connecté sur le site web dont vous avez tapé l'adresse et pas quelqu'un d'autre qui essaye de se faire passer pour lui. Dans vos navigateurs, ça se ressemble à un petit cadenas en vert en haut à droite et on veut toujours regarder bien que le cadenas soit fermé ou soit vert. En gros, c'est une preuve que c'est bien le site en question qui est signé cryptographiquement. Et avec cette faille de sécurité, un attaquant pourrait créer un autre certificat parfaitement valide mais signé par lui-même et l'installer sur son serveur web et puis prétendre qu'il est tantôt Microsoft, tantôt Amazon, tantôt Google et donc récupérer, ou tantôt pire, une banque par exemple, et récupérer des données que vous rentreriez sur cette page web. Ça a été patché également. Ce qui est amusant là, c'est que ça a été découvert par la NSA, donc l'agence de sécurité. D'espionnage, de sécurité. De sécurité. On dit sécurité dans ce cas-là. De sécurité. Et ils ont averti Microsoft qui a pu patcher avant que l'information ne soit publique. Et je me demandais pourquoi la NSA donne ce genre d'informations à Microsoft. Ils ont parfois tout intérêt à garder. Je suis certain qu'ils gardent plein de failles qu'ils découvrent pour eux, pour pouvoir exploiter eux-mêmes. Et puis je me suis dit, en réfléchissant un peu, en fait, c'est pas très important pour eux. Ils doivent probablement pas pouvoir l'exploiter parce que si on fait ce genre d'attaque, ça laisse énormément de traces. Oui. C'est quelque chose qui est assez facile à voir pour des professionnels. On ne sait pas s'en servir, on va leur laisser. Allez, c'est bon. Voilà, exactement. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur ce coup-là. Il y a un autre podcast, il y a un podcast spécialisé dans la cybersécurité en français qui s'appelle No Limit Sécu, où ils ont fait 1 heure d'analyse sur ce bug-là. C'est assez technique, hein. C'est des mecs qui sont spécialisés dans la sécurité informatique qui parlent entre eux. Donc en fonction des sujets, parfois, moi, ça me passe très très haut au-dessus. Mais celui-là, j'avais compris et ils expliquaient pourquoi, comment on peut attaquer, probablement pourquoi la NSA a laissé filtrer cette information, etc. Et la troisième, c'est beaucoup plus bête. Des gens du support de Microsoft avaient un cluster on appelle ça Elasticsearch, donc c'est un cluster de données qui permet de faire des recherches très facilement dans des bases de données, avec tous les cas de support, enfin des millions de cas de support de clients Microsoft, et malheureusement ce cluster n'était pas sécurisé, il était en libre accès sur Internet. Ça veut dire qu'il y a des millions de cas de support, parfois avec des adresses email des clients qui étaient en libre service sur Internet. Ça a été détecté par un chercheur en informatique qui a prévenu Microsoft, qui a fermé l'accès à ce serveur en quelques heures. Donc ils ont eu une réponse tout à fait normale. Ils ont lancé une procédure pour comprendre pourquoi c'était arrivé, pour s'assurer que ça n'arrivera plus. Donc ce sont des procédures assez standards dans ce genre de société. Mais voilà, pas de bol, c'était la 3e brèche sur la même semaine. De nouveau, ça réduit la qualité des produits de Microsoft, c'est juste pas de chance qu'il y en ait 3 qui arrivent la même semaine. Un concours de circonstances. Oui.
Oui, c'est hasard du calendrier. Mon message, c'est que la sécurité informatique, c'est du sérieux. Ouais. Si vous travaillez pour une boîte, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ne laissez pas la sécurité informatique à des amateurs. Faites confiance aux professionnels, parce que même les professionnels, comme Microsoft ou comme d'autres, se plantent. Donc, si vous imaginez, avec la quantité de chercheurs et de cerveaux brillants que peut engager Microsoft, une petite société, 10-15 personnes, s'il vous plaît, prenez la sécurité informatique au sérieux et faites-vous encadrer par des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est pareil pour la médecine. Hein. Non, sans déconner, c'est le genre de truc, ça s'apprend pas sur Internet, quoi. Si votre médecin qui a fait 7 ans d'études vous dit que vous avez qu'un rhume, n'allez pas chercher un cancer du nez sur un site quelconque que je ne citerai pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est là aussi, chacun son métier. J'ai envie de dire, c'est un peu ça l'idée aussi. Il faut faire un peu confiance de temps en temps à ceux qui savent, et puis faire ce que nous faisons ici chaque semaine, croiser l'information. Si vous n'êtes pas sûr, posez la question à plusieurs personnes différentes que vous considérez comme étant qualifiées. Normalement, si elles vous disent toutes les trois la même chose, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'elles aient toutes les trois raison. Normalement. Ou la même source d'information. Ou la même source d'information. Ça, c'est un autre risque, évidemment. Enfin bon, voilà. On essaye d'optimiser les chances d'avoir le meilleur contenu et la meilleure information possible. Je vais pousser sur le bouton parce que sinon je vais exploser. M comme microprocesseur, Adrien, avec une nouvelle vulnérabilité, oh là là, signée Intel. Voilà. Oui, on va remettre une couche. Hein. Ouais. Au niveau sécurité. Alors, c'est un long feuilleton de 2019. Les failles de sécurité des microprocesseurs. Alors là, on a entendu parler de Spectre et de Meltdown. C'était des failles de très bas niveau sur les micros Intel, sur les processeurs Intel, qui permettaient en fait, à partir du moment où, pour faire simple, un microprocesseur paralysait des tâches pour aller plus vite. Hein, si vous avez un programme où il y a 10 tâches et que la 5e tâche, elle n'a pas besoin de la 4e pour être faite, ben, vous pouvez vous dire je fais la 5e en même temps que la 4e et puis comme ça là, je gagne du temps. Le problème, c'est qu'au moment où on remet tout le monde sur le même chemin, et ben, il y a des fuites de données à cet endroit-là. Et donc là, ces derniers temps, cette dernière semaine, on a encore retrouvé, des chercheurs ont encore retrouvé un moyen de ressortir des données de votre processeur via un accès local, donc un port réseau, je suppose. Il parle d'accès local, ce qui peut poser quand même quelques petits problèmes. Et moi, ce qui m'inquiète sur cette info-là, c'est que vous avez un logiciel qui pique des données sur votre ordinateur, vous l'enlevez, vous en mettez un autre qui fait la même fonction. Voilà, ça vous pose pas de problème. Là, on parle d'une fuite qui est quand même au cœur du moteur, quoi. Donc toutes les infos passent par là, et du coup, c'est assez compliqué de venir trouver les patchs qui vont résoudre ces problèmes-là. Et quand bien même ils existent, ils sont pas fiables à 100%. Et ça, moi, je trouve ça assez grave et assez inquiétant, parce que on a une vision de la micro-informatique où on dit c'est binaire, c'est des 1 et des 0 au niveau processeur, ça prend la donnée, ça la met dans la mémoire, ça fait +1, ça retourne, ainsi de suite. Bon, ce ne sont que des choses simples. Mais si on a des données qui s'en vont ou des données de bas niveau qui s'en vont comme ça de notre PC, c'est un peu gênant. Et alors, j'ai découvert un truc aussi. Je suis pas un expert des processeurs, mais j'ai découvert qu'il y avait de l'exécution spéculative. Alors, en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que votre processeur, quand il a la possibilité de faire d'autres calculs et qu'il n'est pas occupé, il se dit tiens, je vais faire quelques calculs et on va voir la probabilité que ces calculs avancent le traitement qu'il va me demander juste après. Et ça serait aussi une source
C'est par là qu'arriverait une source des fuites et des problèmes que rencontre Intel. Je ne sais pas combien il y a de microprocesseurs Intel et combien on a de laptops, de tout ce que vous voulez avec des processeurs Intel, et c'est des milliards, je suppose. Et voilà, il suffirait que, je ne veux pas faire un scénario catastrophe, mais il suffirait que... On avait bien parlé déjà une grosse entité ou un État s'amuse avec ces failles-là. Bon, alors après, pour attaquer le processeur, ou en tout cas la personne qui a cette faille sur son processeur, moi je me rappelle, on avait parlé de ça, de Spectre et de Meltdown, ou, si je ne dis pas de bêtises, la probabilité d'être attaqué et que ça donne des résultats était quand même infime, même si il ne faut pas l'exclure, soyons très très clairs, puis c'est une faute, je veux dire, voilà. Donc il faut la corriger à un moment donné, mais c'était juste pas possible de la corriger sans perdre de la puissance de calcul. Donc c'est ça aussi la problématique de ces failles hardware, hein, finalement, c'est de ça dont on parle. Et donc, voilà, ça fait partie, c'est devenu maintenant, ça fait partie de pas de notre quotidien, mais de l'univers informatique. Il va falloir faire avec ce pourcentage, même des fois infime, d'erreurs. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, hein, il peut-être plus qualifié que moi pour en parler, mais est-ce que je suis loin du compte quand je dis que, oui, on s'est devenu tellement complexe, on a atteint un tel niveau de complexité que on pourra pas faire sans faire un petit peu de dégâts, quoi. Ah, il y a plein de choses à dire là-dessus. D'abord, les processeurs, c'est beaucoup de code, c'est du microcode, donc c'est du développement logiciel aussi, même si au final, il est gravé dans du matériel, donc ça se change beaucoup plus difficilement qu'une mise à jour simplement à distribuer. Ça ne change pas, en fait. La plupart du temps, ça ne se change pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des exploits qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Et donc, c'est pas à la portée de tout le monde d'exploiter ce genre de failles. Donc, elles sont potentiellement graves, et merci aux chercheurs qui les trouvent. Est-ce que Madame Michu doit s'inquiéter? Probablement pas, parce que les moyens à mettre en œuvre pour exploiter ça, ce sont des moyens gouvernementaux ou au-delà, donc ils vont pas aller après moi ou après toi ou après Madame Michu. En revanche, pour des ordinateurs qui stockent des secrets d'État ou des secrets industriels, pour des grands groupes industriels multinationaux, ce sont des risques à prendre en compte. Et enfin, comme tu l'as dit, ça se patche par logiciel la plupart du temps. Donc dans le kernel de Windows, dans le kernel de Linux, on va aller changer quelque chose pour éviter cette séquence d'instructions spécifiques mais souvent ça vole des cycles de CPU également, et donc ça ralentit, on paye pour une certaine puissance machine, et puis finalement on peut pas l'exploiter parce qu'il faut corriger ci, il faut corriger ça, etc. Donc il y a je sais pas comment conclure cette remarque là, c'est de plus en plus compliqué, on en trouvera toujours, je crois qu'il faut vivre avec. C'est pas avec ça qu'on va vous voler votre mot de passe pour se connecter à votre banque. Ceux qui sont beaucoup plus embêtés, tu le disais, sont ceux qui ont de grandes fermes de serveurs, parce que là, effectivement, si on parle de gaspiller X% de ressources, là, il y a un coût qui forcément se multiplie, et il y a un facteur important qui est le coût, l'énergie dépensée, enfin voilà. Et à l'époque où nous vivons, on essaie quand même de faire un petit peu les choses bien et un peu plus écologique. C'est pas l'idéal non plus. Donc tout ça est quand même important. On sait. Oui, c'est ça. Et puis on sait également que les développeurs sont de plus en plus sensibilisés, et donc forcément aussi ceux qui fabriquent des processeurs ou des composants informatiques sont sensibilisés justement à la dépense d'énergie, et donc de faire un petit peu attention à comment tout ça est fait, justement pour économiser, pour limiter. Donc tout ça, quand Intel annonce ce genre de choses, ou en tout cas qu'on nous annonce qu'il y a encore une petite faille, un petit truc quelque part, c'est pas juste c'est pas juste pas grave pour nous comme à des mortels, c'est juste embêtant pour tout le monde. Tout le monde va être impacté à un degré divers sur ce genre de vulnérabilité. Donc voilà, il faut le dire aussi, et il faut être vigilant. Et puis nous à notre niveau on peut pas faire grand chose. La sanction pourrait être de ne pas acheter de processeur Intel. Même pas. Je suis même pas sûr. Même pas, parce que quand tu utilises des services de messagerie, quand tu regardes des vidéos en streaming, quand tu enregistres ce podcast... Tu ne choisis pas le processeur que tu utilises. Même chez toi, tu as tout choisi pour ne pas avoir Intel. Je suis certain que quelque part dans la chaîne, il y en aura. Et c'est pas nécessairement Intel. Aujourd'hui, ça tombe sur Intel. Demain, ça sera AMD. Oui, c'est ça. Donc voilà, cette prise de risque-là, on commence à la connaître. Il faut être juste vigilant, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je sais pas si Aurélien, tu voulais rajouter un truc pour conclure ou pas? Non, bon. Ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Ça va, c'est bon. On était à la lettre P.
P comme produit. Ça aurait pu être la lettre A, Sébastien. A comme Avast. Avast, également. Mais ouvrir sur Avast, ça aurait été un peu embêtant. Ça, franchement. P comme produit, parce que vous le répétez souvent dans les épisodes des technos que j'écoutais avant, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et on a un nouvel exemple cette semaine, que ceux qui utilisent l'antivirus Avast lèvent la main ou fassent signe. Vous êtes certainement nombreux à utiliser cet antivirus-là parce qu'il est gratuit, et sous Windows, c'est malheureusement indispensable d'avoir un antivirus en permanence. Cet antivirus, une fois installé, il scanne notamment vos accès Internet, parce que c'est comme ça qu'il vous protège, en vérifiant les sites web sur lesquels vous vous connectez, en vérifiant des certificats dont je parlais tout à l'heure, par exemple, et puis des tas d'autres choses dans la page web. Et donc, ce faisant, Avast, il collecte des tas de données sur ce que vous faites avec votre PC, les sites web que vous visitez, les sites web où vous achetez, les produits que vous achetez, les sites de vidéos, en tout bien tout honneur ou pas, que vous allez regarder. Et il se trouve que Avast est une filiale dont le nom m'échappe à l'instant, qui s'appelle Jump quelque chose, Jump Host, et que quelque part en tout petit, dans les terms and conditions que vous avez bien sûr lus et acceptés avant d'installer Avast, il était dit qu'il pourrait y avoir une collecte de données qui serait partagée avec des filiales d'Avast, dont cette filiale-là. Et cette filiale-là, elle est spécialisée dans les données de marketing et compiler des profils marketing. Ils ont des clients très respectables. J'ai plus la liste sous les yeux, elle était dans la source que vous retrouvez. Mais enfin, des grandes sociétés qui achetaient des données de marketing, et ces données de marketing étaient donc compilées à partir de centaines de milliers, de millions de profils utilisateurs, des gens qui utilisaient Avast, et qui, de façon anonymisée, donc rassurez-vous, nominale, vos habitudes de navigation, pour mieux vous cibler et mieux vous vendre de la pub. Oui, c'est ça l'idée toujours. Hein. C'est le ciblage, c'est les habitudes de consommation, ce data a une valeur, et voilà. Je tousse la au valeur, nouveau. c'est... Oui. La valeur, c'est vous. Vous ne payez pas le produit, c'est un peu produit gratuit. L'abonnement, je vais l'installer. Oui, mais voilà. Il faut savoir. À quel prix est-ce que vous utilisez ce produit-là ? Ouais. Je suis à peu près certain, même si moi ma réponse serait toute trouvée, mais je suis à peu près certain, connaissant un peu le comportement de mon contemporain, que si on leur disait êtes-vous d'accord qu'on collecte des informations sur vos habitudes de consommation en l'échange d'un antivirus gratuit, certaines personnes l'accepteraient volontiers. Hein, soyons très clairs. Ce serait pas mon cas. Mais exactement. C'est pour ça que ça m'a choqué. C'est pas mon cas non plus. Et il y a rien d'illégal. Hein. Ils ont fait ça dans les règles de l'art. L'utilisateur était informé. C'était dans les terms and conditions. Voilà. Sauf que personne ne lit les terms and conditions. Et donc voilà, c'est plus, on est plus étonné sur le volume. On parle vraiment de millions de données pour des millions de personnes, parce que c'est un antivirus extrêmement populaire, qui le fait un peu en douce. Et d'ailleurs, ils ont publié un blog post aujourd'hui en disant qu'ils arrêtaient cette pratique et qu'ils ne partageraient plus les documents, les données avec leur filiale Jumpsoft. Ils trouveront autre chose pour gagner leur vie. Pardon. Et voilà, du coup, je me demande ce que va devenir cette filiale, parce que c'est un peu leur cœur de métier. Je me fais pas beaucoup d'illusions, ils doivent avoir autre chose sous la main pour gagner leur vie. Voilà, encore un exemple de choses qu'on dénonce un petit peu chez les technos, il faut bien le reconnaître, on n'aime pas trop ça, ce genre de... Alors, quand les choses sont clairement annoncées, pourquoi pas. Ici, quand c'est un petit peu caché, c'est fait un petit peu, voilà, et que ça sort comme ça, c'est encore plus énervant, quoi. Parce qu'on s'énerve aussi à essayer de trouver des solutions, des solutions un petit peu différentes. On a parlé de Brave, par exemple, pour avoir un navigateur un peu plus clean, un peu plus... Voilà, après, chacun voit s'il peut s'en servir, si ça lui convient, et si ça vaut la peine, c'est chacun qui voit, mais c'est intéressant de savoir que ça existe, qu'un moteur de recherche comme Quant existe, c'est intéressant de le savoir, et quand on a envie d'un petit peu sortir du monde, voilà, des alternatives valables, quand on a envie un petit peu sortir du schéma classique de l'internet où on vous ausculte en permanence, c'est peut-être pas plus mal finalement, voilà. Bon, affaire à suivre. Utiliser une machine.
ou utiliser une machine qui n'a pas besoin d'antivirus, une machine Linux ou un Mac par exemple. Oui, par exemple. Quoique les Mac, il paraît que ça commence à être un petit peu, là aussi, plus on vend de Mac, plus on est susceptible d'être attaqué à un moment ou à un autre. Hein. C'est toujours le même problème. C'était pas fort intéressant de se creuser la tête pour avoir un virus sur Mac. Le marché était trop petit. Donc là maintenant, ça change quand même un petit peu la donne avec les ventes de Mac d'ailleurs qui ont remonté récemment, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on va passer à la suite du coup. Parce que, voilà, on avance dans cet épisode 243. L'air de rien avec un S, la lettre S comme smartphone. Bientôt le Mobile World Congress, c'est le 24 février à Barcelone de mémoire, c'est en tout cas la date de l'ouverture. Il y aura plein d'annonces avant, il y en a déjà même un petit peu maintenant. J'ai l'impression que ça commence à percoler un petit peu, Aurélien, puisqu'on parle d'un smartphone à encre numérique, donc e-ink comme on l'appelle, c'est cette encre qu'on utilise énormément, évidemment dans les liseuses par exemple, et qui est très économe en énergie. Oui, ça frémit. On n'est pas très friand de smartphones. Enfin, on chronique pas généralement les sorties de smartphones. Pas toujours, mais là, oui. Mais voilà, e-ink, on en avait parlé, je crois, sur des claviers. J'ai oublié LDLC, non? Oui. On avait parlé de ça. Qui vendait des claviers e-ink ou qui vend ou qui vendrait, je sais plus. Là, c'est un smartphone eSense, HISEN. Le modèle A5 qui vient de sortir. Donc c'est un smartphone relativement petit, 5,8 pouces, avec un Snapdragon 439, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, un écran de 1440 par 720 et une autonomie annoncée à 10 jours, ce qui pour un smartphone d'aujourd'hui est quand même relativement peu courant. Et donc c'est livré avec un écran e-ink, donc un écran à encre numérique. Donc, il faut, on va parler usage. Évidemment, si vous êtes un grand lecteur et que vous voulez lire dans le train ou en avion des livres, allez-y. Il y a beaucoup d'autonomie. Vous pourrez lire en plein soleil parce que ce type d'écran se lit très bien. Dans ces conditions-là. Alors par contre, a priori c'est monochrome, mais lorsqu'on regarde la vidéo qui est proposée dans la source qu'on vous a donnée, il y aurait des images en couleur. J'ai lu ça dans les commentaires. Ce qui, moi, je ne comprends pas. Pour moi, l'e-ink c'est que dans une couleur. Non, ça existe en ça existe, couleur. D'accord, c'est pas super contrasté, mais ça existe. Ça perd un peu de son intérêt, je pense, parce que la version monochrome est vraiment très économe en énergie, puisque l'idée, c'est que chaque pixel, en fait, n'est excité ou alimenté que dans son changement d'état. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Exactement. On dépense de l'énergie. C'est comme une épreuve et on dépense de l'énergie qu'à changer d'état. Voilà. Donc, tous les gens qui font de la randonnée, qui ont besoin de GPS en extérieur, je pense à tous les téléphones durcis type Crosscall, ces genres de choses qui pourraient utiliser ce type d'écran. Tous les gens qui font du vélo, des applications GPS et des applications extérieures, ça me paraît être un très bon appareil. Et le tout qui sera vendu, parce que pour l'instant on ne peut pas l'avoir en Europe, mais on peut le faire importer pour l'équivalent de 150 à 200 €, ce qui reste quelque chose de très abordable. Ah oui. Avec une certaine fluidité. Enfin, les gens parlent beaucoup aussi de la fluidité de cet écran et de l'utilisation. Il y a Android 9 dessus, c'est quand même pas, c'est d'Android dernière génération. Oui, c'est ça. Et je voulais refaire une micro-news dans la news. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, les écrans e-ink, il y en a de plus en plus sur les cartes de crédit. En France, il y a la Société Générale qui maintenant, par défaut, met des écrans pour les cryptogrammes, donc les 3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte bancaire. Vous avez un tout petit écran e-ink avec une batterie et une puce NFC dedans. La batterie tient plus longtemps que la durée de vie de la carte et toutes les heures votre cryptogramme, donc les 3 petits chiffres, changent avec un algo. Donc c'est pour éviter évidemment les fraudes.
les fraudes. Mais voilà, la techno aujourd'hui qui était très avance de phase, maintenant c'est un TRL relativement élevé. Je pense que voilà, les coûts commencent à diminuer, les volumes commencent à augmenter, et donc je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ouais. Donc on a ici 2 exemples. Bon, avec le clavier ça fait 3, mais on a 3 exemples de démocratisation de cette techno. Et moi je trouve que c'est très bien, et il y a plein de... Enfin, voilà, vous prenez dans l'industrie, il y a plein d'endroits où on n'a pas besoin d'avoir des écrans TFT, des écrans OLED, où l'affichage monochrome suffise, des lettres, des traits, des points, ça suffit amplement, même avec de la réactivité. Mais l'utilisateur a déjà été tellement gâté par des écrans haute définition, etc. Va-t-il s'accommoder de ce type d'écran, même s'il est il a plus d'autonomie, même s'il est plus lisible, même s'il a plein d'avantages, mais il est monochrome. Moi, j'ai toujours un peu peur de ça. C'est le comportement du consommateur et le fait d'avoir été très gâté ne risque-t-il pas de poser un petit problème? Je vois Sébastien qui veut réagir. Je donnerai la... c'est ça. Rapidement pour la news dans la news, sur l'écran sur la carte de banque, j'ai ça sur ma carte de banque, et quand la banque me l'a proposé, c'est une bonne idée pour la sécurité. Je fais au quotidien, c'est chiant comme truc, parce qu'avant j'avais mon CVV enregistré dans mon gestionnaire de mot de passe, donc si je devais rentrer mes coordonnées bancaires, enfin de carte, sur un site web, je pouvais faire du copier-coller pour tout. Là non, je suis obligé de me lever, d'aller chercher ma carte, d'aller voir le code du moment. Évidemment. Ouais. En plus du one-time password qui m'a envoyé après dans l'application, etc. Enfin bon, c'est toujours bien la sécurité, mais il y a quand même ce petit côté... fluidité du paiement. Ceci dit, sur le e-ink, mon expérience e-ink est limitée aux liseuses livres, Kindle, j'ai jamais essayé autre chose. Et je me posais la question en t'écoutant Aurélien sur la latence et la réactivité, parce que clairement, gamer s'abstenir, on ne va pas jouer à aucun jeu à part peut-être un sudoku sur ce genre d'écran, et je me demande quelle est la vitesse de rafraîchissement des pages, des écrans. Sur le Kindle c'est lent, mais bon, c'est une autre utilisation, c'est de la lecture, donc ça gêne pas. Sur un smartphone où on est plus réactif pour passer, il faut voir comment les gens utilisent leur smartphone quand vous êtes dans le métro ou quoi. Non, sur l'expérience utilisateur, je pense que ça va être difficile de le positionner par rapport à l'expérience utilisateur connue. Même si 10 jours d'autonomie, alors c'est 10 jours sur papier, il faut voir si c'est Wi-Fi désactivé, des choses comme ça, effectivement là on peut peut-être tirer du jour. Même si c'est 5. C'est déjà super. 5 jours ouvrables. Tu l'as dit. Tu peux même mettre 2 jours pour le charger s'il faut. Mais ceci dit, oui, t'as raison. Même 5 jours, ce serait déjà exceptionnel. Ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir à 2 fois. Si vous ne consommez pas de jeux vidéo, de vidéos tout court, voilà, et que vous avez besoin d'une interface un peu épurée vous satisfait. Moi, je pense que ça vaut le coup, surtout que c'est pas très cher. Je t'ai pas donné le prix. Non, le prix. Si, j'ai dit 150 à 200. Ah ouais. C'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Non. Mais la composante chère dans un téléphone, c'est la batterie et l'écran. Donc si on change l'écran, forcément, on fait chuter le prix. Oui, et si ça se trouve, ils ont mis peut-être une batterie d'un petit peu moindre qualité que ce qu'on met d'habitude, parce qu'on peut s'en satisfaire. Parce qu'il y a moins d'électricité. Parce qu'il y a moins voilà, et donc c'est moins de courant peut-être simplement à sortir. Voilà, je sais pas. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. En plus, ça fonctionne avec un système d'exploitation éprouvé. Donc, moi, je pourrais me laisser tenter, je crois, franchement. À suivre, du coup. Merci Aurélien pour cette info. Je voulais rajouter un truc peut-être ou pas, Aurélien? Moi non. Non, ok. Si, moi je vois, dans l'industrie, je vois plein d'applications là où on est souvent contraint par l'autonomie avec les écrans. Si je fais un device dans l'industrie où il y a un écran, on est souvent contraint par l'autonomie. Donc voilà, le jour où il y a ces écrans-là, voilà. Alors ça fait peut-être un peu penser aux plus anciens, aux vieux comme moi, aux écrans LCD. En tout cas sur ce n'est pas une Game Boy. Mais ce n'est pas une Game Boy, voilà. C'est ça. Tu regrettes ton Palm Pilot? Non mais sans rire. Ceci dit, je regarde les vidéos là et qu'est-ce que je vois? Qu'il est quand même
possible de regarder des bandes dessinées, des mangas sans doute, hein, pour le coup, sur sa tablette, voilà, comme sur une liseuse, quoi. En gros, c'est pas moins qu'une liseuse. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, allez, on passe à la suite. À la lettre S comme Sonos, vous savez que c'est une marque qu'on apprécie particulièrement chez les technos. On n'a pas d'intérêt particulier chez eux, hein, soyons très clairs. On a quelques chroniqueurs qui sont équipés et qui en disent souvent du bien, sans être non plus dans l'excès. Et donc, quand il se passe quelque chose avec Sonos, et que, a priori, c'est une petite bévue, on s'interroge quand même un tout petit peu pour savoir ce qui se passe. C'est un petit peu inquiétant, Sébastien. Oui, c'est mon coup de gueule de la semaine. C'est peut-être un de tes critères de recrutement aussi pour les chroniqueurs. Oui, parce que aussi. je suis aussi propriétaire de Sonos et j'en suis aussi extrêmement content. Jusqu'à ce que je reçoive un mail il y a quelques mois qui disait oui, notre matériel vieillit. Les caractéristiques hardware des matériels qu'on a vendus il y a 10 ans ne sont plus nécessairement au goût du jour et on va devoir arrêter le support de ces matériels-là. Et d'ailleurs, on vous offre 30% de réduction si vous voulez acheter un upgrade et donc renouveler votre matériel. En fait, ce qui se passe, c'est que Sonos a conquis les clients, la première vague de clients depuis 10 ans. Ils ont du mal à grandir pour le moment parce que ils n'arrivent plus à conquérir de nouveaux clients en quantité suffisante. Et les clients existants, ils sont très contents avec le matériel qu'ils ont acheté il y a 10 ans parce que c'est solide, parce que ça marche, parce que c'est mis à jour, parce qu'on rajoute des nouvelles fonctionnalités. Mon vieux Sonos qui a 10 ans, il fonctionne avec mon Alexa maintenant, qui n'existait pas quand Sonos est sorti, parce qu'il y a des mises à jour logicielles en continu. Et donc, j'ai absolument aucun besoin de dire je jette et j'en achète un nouveau, comme on pourrait faire avec un smartphone, par exemple, puisqu'on parlait des smartphones avant tous les 2 ou 3 ans. Et donc, j'ai l'impression qu'ils nous forcent un peu la main là pour dire, ben voilà, on doit renouveler également. Ok, la nouvelle était passée, on râlait un peu, mais pas trop. Jusqu'au moment où, il y a une semaine, 10 jours, est arrivé un autre email qui nous disait, on va plus pouvoir faire de mise à jour, même pas de mise à jour de sécurité, donc ce matériel-là ne sera plus maintenu. Mais comme le Sonos, c'est un système complet, on peut synchroniser ses haut-parleurs entre eux, dire je joue en même temps dans telle pièce et telle pièce. Si un système un composant de votre système n'est plus à jour, bien nous ne mettrons plus à jour les autres composants de votre système également. Et là, ça a gueulé, et ça a gueulé assez fort, parce que le matériel récent acheté il y a 1 an ou 2 qui, du coup, parce qu'il est simplement sur le même réseau qu'un composant plus ancien, ne recevrait plus de mise à jour non plus. Voilà. Ça, et là, c'est passé. Enfin, dans les liens du podcast, on vous mettra un article de la BBC pour que même des médias généralistes commencent à mentionner la chose. Ça a vraiment gueulé. Outre l'aspect peu écologique aussi, je passe sur une affaire dans l'affaire, comme Aurélien avait dit tout à l'heure, où si on choisit de faire ce programme d'upgrade, donc d'acheter de nouveaux composants pour moins de 30%, il brique l'ancien avant de le renvoyer, donc il le rend inutilisable, donc je ne peux même pas le revendre. Et donc ça allait aller à la casse, on se posait des questions en termes de recyclage, qu'est-ce qu'il allait arriver de ça. Ça, c'était une affaire écologique dans l'affaire commerciale en plus. Mais donc l'ensemble, ça donnait un mauvais... c'est dommage. Vibe, comme on dit, pour Sonos. Alors qu'ils avaient ma confiance totale, je recommandais Sonos à tout le monde chaudement, et là, la douche froide. C'est triste de se faire mal comme ça. Je te laisserai réagir. Moi, je trouve ça triste de se faire mal comme ça. Quand on a une si belle marque, alors en part de marché, Sonos, c'est pas non plus extraordinaire, hein, soyons très clairs, mais ils ont des critères de qualité audio depuis très longtemps, très, très haut placés. J'en parlais il y a pas tellement longtemps dans un des off, c'est le petit podcast qui vient en plus, les technos, le off, que je vous propose en général le week-end qui suit la diffusion de l'épisode classique, où de temps en temps, il y a des news par lesquelles on n'est pas passé dessus, je reviens avec, où Sonos s'attaque à un géant qui est Google, parce qu'ils ont été un tout petit peu phagocytés, ou en tout cas copiés par Google, d'après ce que dit Sonos, sur leur technologie, justement, de pairage des haut-parleurs, etc. Donc, il y a tout un débat autour de ça. Donc, si des grandes boîtes comme
comme Google copie Sonos, c'est qu'ils ont vraiment une valeur technologique importante. Et quand on voit des comportements comme celui-là, où on se dit, bah oui, mais là, ils sont un petit peu acculés à devoir vendre et faire du volume, et que leurs anciens produits étant trop performants quelque part, parce que tu n'es pas le seul à le dire. On a un autre chroniqueur de l'équipe, Bruno, pour pas le citer, qui est très, très friand aussi. On avait fait un hors-série d'ailleurs, où il reprenait l'ensemble de la gamme depuis le premier modèle jusqu'à la date à laquelle on a fait ce hors-série. Où il disait, j'ai le tout premier modèle, je vais pas m'en séparer parce qu'il fonctionne très bien, la qualité audio est très bien. Ils avaient déjà des normes de qualité très élevées à cette époque-là, et ils les ont gardées, et c'est très bien comme ça. Ici, coup de canif dans le contrat, j'ai envie de dire. Ouais, ils cassent la confiance des clients qu'on est, ils érodent cette confiance, et c'est toujours dommage pour une marque de se détacher un peu de leur base, de leurs fans, de leurs supporters, les gens qui leur ont donné de l'argent aussi, beaucoup d'argent, parce que c'est cher. C'est cher. Il y a plusieurs années. Ceci dit, rebondissement, il y a pile maintenant, jeudi passé, le CIO, le Big Boss de Sonos, publie un blog post, et je l'ai reçu par email également, en disant « Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu, on va faire machine arrière, c'était une erreur. » Et donc ils reviennent un peu sur leur pas. Essentiellement, la partie sur laquelle ils vont faire machine arrière, c'est de dire si un composant du système est vieux, tout votre système ne recevra plus de mise à jour. Ils disent dans la lettre qu'ils vont travailler, ils ne savent pas encore comment, ils réfléchissent avec l'engineering pour isoler le vieux composant du système, celui-là ne recevra pas de mise à jour. Ok, je veux bien comprendre, mais les autres composants plus récents continueront de recevoir des mises à jour, en tout cas pour la durée de leur vie, jusqu'au moment où ils décident que ça deviendra aussi un vieux composant. Donc ils gardent la formule promotion, 30%, vous nous retournez et vous recevez un nouveau, mais au moins les nouveaux composants sur le réseau recevront des mises à jour. C'est plus l'entièreté de mon système qui sera obsolète, c'est juste un ou deux composants en fonction de la date d'achat de ces composants. Donc c'est une petite marche en arrière qui me satisfait à moitié, mais enfin, voilà, au moins ils ont entendu. On t'entend plus, Marc, je crois que tu t'étais... Bouton, voilà, ça arrondit les angles, je disais. Exactement. Donc c'est bien de voir qu'une marque réagit très vite aussi, parce que le fuzz médiatique, là, ça a duré 3-4 jours. La lettre du CIO est sortie dans la foulée. Ils ont été à l'écoute, ils ont fait une petite marche arrière, ils nous ont entendus, on n'a pas râlé pour rien. Alors, je ne sais pas si l'un de vous est sur batterie avec son micro, mais j'ai l'impression qu'on va le perdre à un moment ou un autre, parce que ça chouine un petit peu dans mes oreilles. Donc on va accélérer, parce qu'on va directement passer à la dernière lettre. Voilà. Ah, ça a coupé. Je ne sais pas chez qui ça a coupé, mais je n'entends plus le chouinement. On va voir de qui il s'agit. En tout cas, c'est à Aurélien que je vais passer la parole, s'il l'a toujours, et je l'espère en tout cas, pour parler de voitures avec une marque célèbre et importante. On avait déjà parlé de Porsche par le passé, mais Ferrari est un autre acteur important dans l'automobile, qui annonce une voiture électrique, Aurélien. Oui. Alors, j'avais parlé, moi déjà, il y a quelques mois, je ne me rappelle plus, de Porsche qui commençait à motoriser ses voitures avec 4 moteurs sur chacune des roues de manière complètement indépendante. Il n'y avait plus du tout de lien en mécanique entre chacune des roues. Et du coup, Ferrari en fait du même. On va se faire plaisir avec ce sujet. Donc Ferrari qui annonce pour 2025 par avant des voitures 100% électriques. Commercialement, faut assumer le fait d'arriver avec à minima 5 à 7 ans de retard par rapport à des... Voilà. Mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, j'espère pour eux. Et le plus fort, c'est qu'ils annoncent que ça ne sera pas avant 2025 parce que pour l'instant, ils ont des problèmes d'autonomie et de temps de recharge. Je trouve ça assez fort parce que on peut dire que technologiquement aujourd'hui l'autonomie, ça dépend du cas d'usage, et c'est vrai que ces voitures-là, ça a des cas d'usage un peu particuliers, mais on va dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Et donc, comme je vous disais, 4 roues motrices avec 4 moteurs indépendants pour atteindre des puissances très élevées. On va y revenir. Par contre, si vous êtes amateur de Ferrari, vous vous consolerez parce que Ferrari annonce qu'en 2022, 70% des véhicules seront à minima hybrides. D'accord. Et donc, ils ont sorti la SF90 Stradale, qui est pour fêter les 90 ans de la Scuderia.
qui, tenez-vous bien, alors les amoureux de voitures, vous allez pouvoir vous accrocher à votre siège. Il y a un V8 de 4 litres sous le capot, plus 3 moteurs électriques. Et donc tout ça, ça vous fait 1000 chevaux sous le capot. Je pense que c'est tout cumulé. Ça fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes et demie. Bon, ça, je pense qu'il y a peu de voitures qui sont capables de faire ça. Et le 340 en vitesse de pointe, 340 km/h en vitesse de pointe, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc, ils sont en train vraiment de développer un châssis GT pour des voitures complètement full électrique à horizon 2025. Mais il n'exclut pas le fait de laisser ces moteurs électriques, mais de switcher, de passer de batterie à des combustibles autres, comme d'alimentation autre, type pile à combustible ou biofuel. Donc voilà, ils travaillent, on va dire qu'ils sont en retard, mais je pense que les modèles qui en sortiront seront pas dénoués d'intérêt et auront des perfs qui seront des perfs de référence pour des véhicules de ce type-là. C'est pas tout le monde peut pas s'acheter ça, bien évidemment. Et voilà. Mais c'est une prouesse technique et technologique, et ça, moi, voilà. Oui, on sait bien que c'est ta marotte et que ça te passionne, et que surtout ces moteurs à fort couple ou à forte puissance développés sur une très courte durée, c'est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps, et c'est souvent le cas avec les moteurs électriques. On le voit avec les Tesla, hein, c'est quand même, on peut facilement avaler sa langue si on fait pas attention en poussant sur la pédale d'accélérateur, tellement c'est précis, pointu, etc. Évidemment, après, il faut la recharger, la tuture, parce qu'elle a bien consommé. Et donc, là, il y a certainement chez Ferrari une réflexion qui se fait sur l'aspect aussi compétition, parce qu'on le sait, c'est une marque un peu comme Porsche ou Mercedes et d'autres, qui a bâti aussi sa réputation sur les circuits, et qui veut peut-être avoir aussi, en même temps, un équivalent compétitif dans le sport moteur, qui fait pas vroom vroom pour le coup, mais qui va peut-être se développer dans l'avenir. On le voit par exemple avec la Formula E par ailleurs, mais peut-être avec des voitures de tourisme sur des grandes courses, genre 24 heures du Mans ou 24 heures de Francorchamps, pourquoi pas un jour, avec évidemment des changements de batterie ou des changements de véhicule en cours de course, mais pourquoi pas, hein, finalement on peut y réfléchir. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, je sais pas s'il est très voiture et très course et je pense qu'on l'a perdu. Oui, il est figé. On a perdu Sébastien, il est figé, il est frisé. C'est le genre de truc qui arrive. Voilà, c'est pas très très grave. Il nous donnera son avis une prochaine fois, peut-être s'il revient. Je sais pas ce que toi t'en penses, Aurélien. Non, mais pour moi c'est une très belle marque. Ils vont pas écorcher leur image de marque en faisant de l'électrique techniquement bas de gamme, donc ils soignent la chose, et moi je trouve ça très bien, et ça restera des très beaux concept cars ou des très belles voitures de série, mais à très faible volume, avec des très belles perfs, de la très belle technologie, et je trouve que la mutation de tous ces constructeurs du moteur V8 4 litres à des choses complètement différentes, et techniquement et technologiquement très différentes, c'est passionnant, et ça ouvre des possibles, et moi je suis pas très je suis très moteur électrique, mais pas forcément très voiture de course, mais quand même j'aimerais bien l'avoir, cette voiture. Mais ça renoue un peu avec cette tradition, j'ai presque envie de dire, cette tradition orale de dire que quand on va sur un circuit de Formule 1 ou de compétition de manière générale, on vous dit oui, ça pollue un peu, oui, mais de là est issue la recherche qui va permettre d'avoir des bons pneus pour la voiture de tourisme de Monsieur Tout-le-Monde, etc. Ça a un petit peu passé ça parce qu'on n'y croit plus trop. Ici, par contre, franchement, cette recherche-là, elle a un coût, elle a un coût initial, mais elle peut avoir aussi des retombées dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde demain, si je comprends bien. Tout à fait. Ouais, non, tout à fait. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Bon, voilà, c'est des annonces. On sait, voilà, il faut attendre, mais en tous les cas, ils y travaillent, et on aura des choses à montrer. Ils auront des choses à montrer. Est-ce qu'on l'a retrouvé, Sébastien? Ah oui, on l'a retrouvé. Oui, je me suis débloqué. Ça a bougé tout d'un coup. Ça arrive de temps en temps, ça frise. Ça peut arriver. On parle des voitures.
parler compétition avec des voitures électriques. Je sais pas si toi ça te parle, par contre, tu as un avis là-dessus ou pas? Pas trop, j'ai pas de voiture. En revanche, j'aime l'aspect technologique enfin, j'ai pas de voiture, j'ai plus de voiture. Mais j'aime l'aspect technologique du sujet, et ce que vous disiez à la fin m'interpelle, c'est quelles sont les avancées dans la recherche en général pour les moteurs de monsieur et madame tout le monde, parce que tout le monde ne pourra pas se payer ça. Puis j'avais une autre réflexion aussi, où j'ai 1000 chevaux sous le capot, on en fasse tout un foin pour 1000 chevaux. Bon, voilà, c'est rigolo. Ouais. Merci beaucoup. Je vais encore tousser un petit coup, je vais couper mon micro, regardez, je fais ça comme... Et on peut parler pendant ce temps-là, juste pour... Vous n'avez rien entendu, j'ai toussé très très fort. Mes voisins ne me remercient pas, à mon avis, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On arrive au bout de cet épisode, vous l'avez remarqué, je pense, hein, oui, il n'y a plus rien derrière. C'était le premier épisode de Sébastien. Réservez-lui donc bon accueil, comme on a l'habitude de dire, dans les commentaires. Il se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions par rapport au sujet qu'il a développé, même si c'est pas lui qui les a développés. J'ai donné quelques réponses sur des sujets de la semaine passée. J'ai vu ça juste avant l'enregistrement. Pareil pour Aurélien, si vous avez des questions par rapport au sujet développé, n'hésitez pas. Les chroniqueurs de manière générale sont là pour vous répondre. Dès qu'ils ont un peu le temps, hein, soyez patients parce qu'on bosse aussi la journée. On ne fait pas que des podcasts, donc voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode 243. Je vais les soigner cette vilaine toux et je vais saluer mes petits camarades et vous dire à tous à la semaine prochaine. Salut. À bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir.